Merci d'être avec nous pour cette deuxième session et c'est un exercice particulièrement délicat que va se livrer le directeur du Point, Étienne Gernel. Il va tenter sous vos yeux de se livrer à un rituel quasi chamanique, entré dans la tête d'un grand patron français, à la tête d'une entreprise affichant près de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, employant plus de 171 000 salariés avec une activité centrée sur l'eau, les déchets et l'énergie. Voici Antoine Frérot, PDG de Veolia. Mesdames, Messieurs, je n'attends rien de moins qu'un tonnerre d'applaudissements. Bienvenue, asseyez-vous. Bonjour Antoine Frérot, bienvenue à Futurapolis. Là, on boit de l'eau Veolia, hein, c'est ça hein? Absolument. Il y avait des... Et c'est de l'eau, je vous confirme, malgré la réputation de Futurapolis, où c'est vrai qu'on aime bien la vie aussi, mais l'eau, ça fait partie de la vie. Alors Antoine Frérot, vous êtes un PDG atypique, un patron atypique, dans le monde des très grandes entreprises françaises, parce que ça va peut-être vous faire sourire, vous avez un petit côté rebelle. Pas vraiment Che Guevara dans le verbe, on va dire, mais c'est vrai qu'à la fois sur l'environnement, sur la question de l'objet social des entreprises, vous êtes souvent précurseur sur l'apprentissage, sur le rôle des entreprises dans la société, avec les différents acteurs qui existent. Vous êtes souvent en avance, préoccupé donc pas seulement par la bottom line, comme on dit souvent en finance, mais par le rôle de l'entreprise dans la société. Donc je sais bien que vous n'êtes ni Manu Chao, ni Che Guevara, ni vous n'en avez pas forcément l'apparence, ni peut-être même le désir, mais malgré tout, dans le monde des entreprises, et spécialement des très grandes entreprises, vous êtes souvent en avance. Alors on va parler de plusieurs sujets, et notamment d'environnement. Et je voudrais commencer par le sujet « How dare you ?» Vous avez reconnu la fameuse formule de Greta Thunberg à New York. Comment osez-vous, a-t-elle lancé au reste du monde d'un air un peu sévère, il faut dire les choses. Alors les gens l'aiment beaucoup, l'adorent ou la détestent, quoi qu'il en soit. Elle a suscité un débat mondial sur les questions d'environnement, parfois sur des dérivés ou parfois sur des fausses pistes, mais un débat mondial. Et c'est la première question que j'avais envie de vous poser. Comment est-ce que vous voyez ça, cette préoccupation pour l'environnement qui devient de plus en plus forte, elle est presque violente chez les jeunes. Moi, je le vois chez les gens que je recrute au Point, qui m'engueulent quand on ne recycle pas les gobelets de la machine à café. Est-ce que vous sentez monter ça, une génération qui est d'un point de vue écologique extraordinairement exigeante? Bonjour à toutes et à tous. Les jeunes, c'est la première des générations futures. Et donc, c'est bien naturel qu'ils se préoccupent de ces problèmes d'environnement, car ils seront plus que nous victimes des conséquences des problèmes de pollution. Et du fait qu'ils s'en préoccupent de plus en plus, qu'ils en fassent même une passion, ils apportent de ce fait, sur ce sujet, leur enthousiasme et leur créativité. Et je pense que ceci est bien plus positif que négatif. Surtout que, bon, pour l'aspect critique qui est apporté à cet engouement, si je puis dire, les solutions pour en atténuer les effets sont assez simples. Les jeunes passionnés par les problèmes d'environnement, il faut qu'ils se forment à ces sujets de l'environnement, parce que pour pouvoir jouer un rôle, c'est-à-dire apporter des solutions, il faut qu'ils se basent sur des bases rigoureuses. Ça suppose une formation. Et puis, c'est vrai aussi qu'il faut faire un peu preuve de patience. La patience, c'est pas le propre de la jeunesse, par définition. Mais pour pouvoir trouver des solutions et régler les choses, il va falloir le faire dans le temps, dès lors qu'on s'y met sérieusement dès maintenant. La patience sera nécessaire, de même que l'existence de solutions ou la création de solutions. Si c'est ça le rôle que donnent les jeunes, Greta Thunberg aura été bien utile.
Et vous dites il faut de la patience, il faut de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, alors vous êtes vous dirigez une entreprise mondiale, mais en France et ailleurs, vous avez le sentiment qu'il y a assez de formation initiale dans ce genre de domaine? Et est-ce que l'université, les grandes écoles, forment assez bien, les écoles d'ingénieurs notamment, à ces sujets d'ingénieurs? Est-ce qu'il y a assez de ressources humaines, notamment pour une entreprise comme la vôtre qui est directement impliquée dans les questions d'environnement? Oui, d'abord, il y a de plus en plus de formations, d'abord de formations au niveau des collèges et des lycées. Les entreprises, peut-être, n'apportent pas assez leur contribution à cela, mais lorsqu'elles le proposent aux enseignants, je peux vous dire que les enseignants l'accueillent très volontiers. Et ça a changé d'ailleurs par rapport au passé. Et puis des formations supérieures, il en existe de très nombreuses, de plus en plus, dans des écoles d'ingénieurs, mais également dans les écoles de gestion, dans les universités, sous toutes leurs formes. Et donc, pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent acquérir des bases solides, ceux qui veulent ne pas être victimes des peurs millénaristes avec ces problèmes d'environnement, il y a largement de quoi faire pour pouvoir réfléchir, comprendre les phénomènes. Les phénomènes sont très interconnectés. C'est pour ça que la compréhension peut être complexe. Et c'est pour ça que la formation est peut-être là plus nécessaire qu'ailleurs. Mais il existe largement ce qu'il faut. Alors, parlons des entreprises, parce que c'est une espèce de lieu commun où on a répété pendant des années qu'il y avait une contradiction entre les intérêts économiques d'une entreprise et son action concernant l'environnement. C'est-à-dire qu'on se disait il faut apparaître, c'est tous ces rapports de développement durable des entreprises où on voyait une éolienne dessus, etc. Et puis il n'y avait pas grand-chose derrière. On se disait finalement ce sont des intérêts opposés. On a le sentiment que c'est en train de basculer. Que l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt économique de l'entreprise est d'être efficace sur le plan énergétique et environnemental, et que ça c'est un vrai basculement qui a lieu récemment. C'est plus pour la morale, quoi. C'est aussi pour l'intérêt de l'entreprise. Alors, pour ceux qui s'occupent d'environnement, comme c'est mon cas avec Veolia, ce n'est pas si nouveau. Dès lors que l'activité économique pollue, il est normal que l'entreprise qui pollue, que le pollueur, pas forcément l'entreprise, que toute organisation qui pollue, ait à charge de dépolluer. Et le principe pollueur-payeur, payer pour dépolluer, est un principe ancien. Il a été sanctionné par la loi en France, par exemple, depuis 50 ans maintenant, plus de 50 ans. C'est le principe qui était appliqué pour l'eau. Bon. Ce principe, il est bon, il est sain, et si on lui ajoute, à côté de pollueurs-payeurs, des pollueurs aidés parce qu'ont payé les pollueurs, eh bien, on va 2 fois plus vite pour que dépolluer coûte moins cher que polluer. Et donc, l'enjeu, c'est bien que polluer coûte plus cher que ne pas polluer ou que dépolluer. Dès lors que ceci arrive, dès lors qu'il y a une taxe à la pollution, eh bien, les entreprises se dépêchent de dépolluer. Et c'est ça qui arrive de plus en plus souvent ou rapidement aujourd'hui sur un nouveau type de pollution. Sur la pollution de l'eau, c'était le cas depuis de longues décennies, mais sur d'autres types de pollution, c'est ce qui arrive progressivement. Et pour le réchauffement climatique, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour ça que la taxe carbone est si nécessaire, à condition que ceux qui émettent des émissions de carbone, donc de la pollution, et qui payent pour cela, cet argent soit entièrement et exclusivement réservé à aider ceux qui dépolluent, c'est-à-dire ceux qui s'équipent pour dépolluer. Et si elle existait à un niveau correct, cette taxe carbone, eh bien vous verriez toutes les entreprises se dépêcher d'investir pour dépolluer plutôt que de payer. Donc le sujet, c'est le prix du carbone. Absolument. Il faut l'augmenter de combien aujourd'hui? Il est de combien? Il est de 50 euros? Non, aujourd'hui, il ne touche que quelques acteurs économiques, les producteurs d'énergie. Il devrait toucher tous les acteurs qui émettent des gaz à effet de serre. À entre 30 et 40 euros la tonne de CO2 émise, énormément de solutions qui existent aujourd'hui, qui sont éprouvées, trouveraient une rentabilité, et on diviserait très rapidement les émissions par 2 ou par 3 en rien de temps, selon des logiques économiques. Comme cette taxe n'existe pas, elle
elle fait débat, et en plus avec des distorsions de concurrence parce que les différents pays ne la mettraient pas au même niveau, il y a d'autres facteurs qui poussent les entreprises aussi à dépolluer, et notamment les facteurs de réputation. Vous voyez de plus en plus de grandes marques d'entreprises B2C, de production de produits agroalimentaires par exemple, faire beaucoup d'efforts pour diminuer, voire complètement éviter les plastiques non recyclables dans leurs emballages. Bon. Mais ces effets-là sont plus lents. Et donc aujourd'hui, à court terme, il peut être plus rentable de continuer à polluer. En revanche, sur le long terme, si on se projette sur les 10-15 ans qui viennent, nul doute que la pollution sera taxée. Et que les entreprises qui aujourd'hui ne le font pas obèrent leur long terme. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus d'entreprises qui se projettent sur plus loin que quelques années commencent à faire les efforts nécessaires. C'est-à-dire que ceux qui ne le font pas peuvent engranger un bénéfice à court terme, ils seront rattrapés par la patrouille. Oui, et elles le paieront cher, et bien plus cher que ce qu'elles ont sauvé ou sauvegardé au début. Alors, j'ai été frappé de voir circuler dans les réseaux sociaux, et puis d'ailleurs je l'ai même entendu sur un plateau télé, je ne sais plus lequel. Je me trouvais face à un militant qui m'expliquait que c'est les riches qui étaient responsables de la pollution parce que c'était les plus grandes entreprises, il a cité la liste des plus grandes entreprises qui sont les plus grands émetteurs de carbone. Là, évidemment, on trouvait tous les géants pétroliers. Et j'étais frappé d'une chose, c'est que ce monsieur qui était venu sur ce plateau en disant, vous voyez bien, c'est la richesse qui pollue, il était venu en taxi. C'est-à-dire qu'il marche avec du pétrole. Comme chacun sait, c'était pas un taxi électrique, je l'ai vu, et puis il est reparti comme ça. Taxi. Et c'est la question que je me posais, c'est finalement les entreprises qui se trouvent médiatiquement en première ligne, on les accuse de polluer, certaines, en tout cas pas toutes, d'émettre du CO2, et puis il y a le comportement des gens, des consommateurs eux-mêmes, etc. Est-ce qu'on peut accuser Total et rouler en taxi avec donc du pétrole, etc. Comment est-ce que ça fonctionne ça, et comment est-ce qu'on réagit quand on est chef d'entreprise en se disant de toute façon, même si ce sont les consommateurs s'il y a une demande pour cela, je dois contraindre les gens à leur fournir autre chose. Comment est-ce qu'on gère ça, cette question du poids de la responsabilité de la pollution entre les particuliers et les entreprises? Alors tout d'abord, toute activité qui est faite sans soin pollue. C'est le fait des grandes entreprises, c'est le fait aussi des petites entreprises, et c'est le fait de chaque être humain. Bon. Il ne viendrait à personne de ne pas faire son ménage chez soi, parce qu'on salit dans son logement. Bon. Ça doit être la même chose pour une entreprise. Et il n'y a pas de différence entre les grandes et les petites aujourd'hui sur cela. Les grandes sont plus sensibles à ce problème que j'évoquais, d'abord de projection dans le long terme et puis de réputation. Et donc, je crois pouvoir dire que ce sont les grandes qui, proportionnellement, font plus d'efforts. Ce sont elles aussi qui ont le plus de moyens, il faut bien le reconnaître, et c'est aussi pour ça qu'elles peuvent montrer l'exemple. Et je crois pouvoir dire que les grandes entreprises, proportionnellement à leur activité, ce ne sont pas celles qui polluent le plus, et ce sont celles qui sont capables de montrer la voie aux autres pour dépolluer. Bon, tout ça pris dans un milieu statistique, bien évidemment. Et puis, vous faites allusion à Total. Bon, Total travaille dans le domaine de l'énergie. Bon. On pourrait prendre aussi l'exemple d'une entreprise qui fabrique des armes. De deux choses l'une. Ou produire de l'énergie, c'est mal. C'est pas bon pour la société. Et dans ce cas-là, on les interdit. Comme fabriquer des armes. La loi les interdit. Ou c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette activité est nécessaire et qu'il faut obliger les entreprises, Total comme les autres, à le faire proprement et à nettoyer leur saleté. Et pour ça, on en vient à votre deuxième question, quels sont les moyens possibles pour cela? Tout d'abord, il y a la réglementation, la législation et la réglementation. Et de fait, ça fait 30 ans que je travaille dans ce monde de l'environnement, c'est vrai que j'ai rarement vu un pollueur accepter de payer ou de nettoyer s'il n'y est pas contraint. Donc la loi est faite pour ça, et la réglementation aussi. Et la taxe carbone, ça passera par ce biais-là. Bon.
Ensuite, il faut des solutions. Quand même, c'est bien beau d'obliger, mais encore faut-il trouver des solutions. Donc, il y a des entreprises dont le rôle, c'est de trouver des solutions, de proposer des solutions. L'innovation, bien évidemment, va permettre d'améliorer le rapport qualité-prix de ces différentes solutions. Pour qu'elles existent, les solutions, il faut qu'il y ait un marché. Il faut donc qu'il y ait un début de réglementation progressivement qui va faire naître les solutions et qui va les permettre de les développer. C'est le rôle des entreprises comme Veolia, dont le métier, c'est de proposer des solutions. Et puis ensuite, il y a l'incitation économique. Le fait de faire payer les pollueurs suffisamment cher pour qu'ils n'aient plus envie de polluer, et en tous les cas, suffisamment cher pour que l'argent puisse être récolté et réutilisé. Non pas tomber dans une espèce de grand sac dont on ne sait pas très bien ce qu'il devient, mais forcer cet argent à être utilisé pour dépolluer. Et si ceux qui ne veulent pas le faire eux-mêmes payent, ben ça sera d'autres qui le feront avec cet argent. Ces solutions, elles ont toujours marché pour les différents types de pollution. J'évoquais l'eau, on évoque aujourd'hui l'air, mais les sols pollués, les déchets, ça a toujours été la bonne solution. Le problème, c'est que la pollution des gaz à effet de serre, elle traverse les frontières. Il faudrait donc que, pour qu'il y ait une concurrence loyale, l'ensemble des pays qui jouent sur cette concurrence, c'est-à-dire aujourd'hui le monde entier, l'applique. Ça sera difficile, mais je ne comprends toujours pas comment l'Union européenne n'a pas mis en son sein une redevance carbone sur la pollution, surtout qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer ce qu'émettent les entreprises en dehors des frontières européennes, de calculer du coup ce qu'ils On est vraiment capable de calculer ça? Oui, on peut le Une faire. entreprise en Chine, vous êtes capable de calculer? Absolument, on peut le faire à partir des satellites. Et donc, appliquer une taxe aux produits qui rentreraient dans l'Union, qui auraient pollué, de la même manière que les entreprises de l'Union. Donc, on est capable de le faire. On a longtemps dit que les règles de l'OMC ne l'autorisaient pas. Ce n'est pas exact. Aujourd'hui, l'OMC, sur le base de principes de précaution, permet ce genre de régulation. Et c'est, je pense, ce qu'il nous faudrait arriver. Cela dit, on n'arrive même pas à se mettre d'accord en Europe encore pour l'instant là-dessus. Et c'est vrai que le territoire français est sans doute trop petit pour pouvoir le faire seul. La bonne maille, la bonne première maille, ce serait l'Union. La Chine ne va pas tarder à le faire pour elle-même. Pas forcément pour protéger les autres pays, mais pour se protéger elle-même, tellement les problèmes de pollution sont aigus en Chine. Donc il y aurait une voie pour montrer l'exemple, surtout qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des solutions dont on aurait besoin pour supprimer les gaz à effet de serre, ou pour être neutre en carbone, elles existent. Elles ont un certain coût, mais ce coût n'est pas rédhibitoire. Et aujourd'hui, on les connaît, on pourrait les appliquer, encore faut-il que quelqu'un, effectivement, accepte de payer pour les mettre en œuvre. Donc d'après vous, la clé en réalité de nos problèmes, c'est de mettre une incitation fiscale réglementaire d'abord. Réglementaire et, oui. Et qui soit internationale. Oui, parce que c'est un problème de pollution internationale. Beaucoup dans cette salle se souviennent sans doute, comme moi, du problème du trou dans la couche d'ozone d'il y a 30 ans. Ah bah oui, les DO. Pendant 10 ans, on nous a expliqué que ce problème était aigu, parce que l'ozone traversait les frontières, qu'on n'allait pas trouver de solution. Et la communauté internationale s'est disputée pendant 10 ans sur ce problème. Et puis un jour, on a trouvé une solution technique. On a mis en place une réglementation mondiale et le problème s'est résolu pratiquement sur le champ. C'était le CFC, c'est ça? C'était le CVC. CVC, pardon. Bon, le problème des pluies acides, notamment qui détruisaient les forêts allemandes, à peu près au même moment, était un problème du même genre, avec des pollutions qui traversaient les frontières. On a là aussi trouvé des solutions. C'était des problèmes moins complexes, parce que avec moins grande ampleur. Mais il y a eu des cas assez récents où la communauté internationale a réussi de manière solidaire ou en se coordonnant à trouver des solutions pour des problèmes de pollution qui semblaient presque insolubles. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur les gaz à effet de serre. Alors, je voudrais qu'on évoque un sujet dont on a parlé un tout petit peu en coulisses, qui passe parfois pour un gadget, mais dont vous nous dites que ça n'en est pas un. Vous traitez beaucoup avec les collectivités dans les villes, hein, l'eau, les déchets, mais vous vous intéressez à l'agriculture, et en particulier à l'agriculture urbaine. Alors on fait tout ça. Sur la terrasse du Point, on cultive de la menthe pour faire des mojitos.
quelques tomates cerises, mais c'est un peu pour rire, on a même 2 ruches. Mais tout ça, ça reste quand même, pour nous en tout cas, du gadget. Mais vous nous dites, attention, l'agriculture urbaine, c'est pas un gadget, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est quelque chose qui se développe. Alors, c'est très balbutiant, c'est très nouveau. Le principal enjeu de l'agriculture urbaine, c'est pas de nourrir la planète. Parce que c'est pas avec cette agriculture-là, ces produits-là, qu'on pourra résoudre le problème de l'alimentation mondiale. Mais l'agriculture urbaine, ça a toute une série d'avantages combinés d'un même coup, on a plusieurs effets. Bon. Tout d'abord, on remet du naturel dans les milieux qui sont très urbanisés, très artificialisés ou très imperméabilisés. On y apporte du coup aussi des îlots de fraîcheur et donc un côté plus agréable à la ville. Ensuite, c'est une activité qui s'adresse bien aux personnes qui sont aujourd'hui désocialisées ou sans emploi. Et donc, ça permet de trouver des solutions. Ça ne couvre pas tout le problème, mais ça permet de trouver des solutions à des villes plus inclusives. Ça permet également aux enfants, aux enfants des villes, de les acclimater avec ceux avec lesquels ils ont de moins en moins de contacts, à savoir la nature, l'agriculture ou les animaux. Bref, ça a tous ces avantages de rendre moins artificiel et plus humain une concentration dense de population. Et c'est l'ensemble de ces avantages cumulés qui font qu'il y a de plus en plus de projets d'agriculture urbaine sur les friches industrielles ou les ex-friches industrielles, sur les toits, de plus en plus sur le toit des grands magasins, par exemple, puisque maintenant on sait correctement imperméabiliser. Ça permet également de produire de l'alimentation de proximité, dont on peut parfaitement contrôler les conditions de culture, et notamment l'aspect bio, s'il le faut, ce qui conduit d'ailleurs beaucoup de collectivités à faire alimenter leurs cantines scolaires par ces produits. Ça retisse du lien du coup entre les enfants, les familles et les gens qui s'en occupent, et notamment les gens désocialisés. Bref, tout ceci recrée un début de tissu humain, et c'est pour cela aussi que ça se développe. C'est pour ça que ce n'est pas un gadget. Alors, on voit que vous exprimez sur des sujets extrêmement variés. Je vais vous poser une question qui est une question double. La première, vous avez été pionnier dans ce domaine, c'est la question de l'objet social des entreprises, qui est de se dire à quoi ça sert une entreprise. C'est quoi son but? Son but, c'est gagner de l'argent. Son but, c'est d'aider une communauté donnée, c'est de participer au débat public. Et la question qui est la dérivée, c'est vous le patron, vous êtes un acteur public, vous êtes un homme politique, vous êtes un acteur du débat intellectuel, vous êtes un... Les patrons ont tendance à être très discrets, peut-être trop d'ailleurs, dans le débat public, comme s'il n'existait pas ou comme s'il n'était pas légitime. Ça dépend que de vous, ça. Hein. Oui, ben voilà, c'est la question. Qu'est-ce que l'entreprise, ça sert à quoi? Et un patron aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là, est-ce que c'est aussi un acteur public qui doit l'être plus? Est-ce que les patrons doivent parler plus? Tout ceci ne fait pas de moi un rebelle, M. Gernel. Car tout ceci a trait à défendre et à soutenir ce concept qu'est l'entreprise. L'entreprise qui n'est pas un concept tout neuf. Hein. L'entreprise, l'économie de marché, ce qu'on appelle aussi le capitalisme, c'est ce qui a permis d'apporter à un certain nombre de populations des pays développés la prospérité depuis 150 ans. Tout à l'heure, on parlait des grandes entreprises qui étaient souvent critiquées. Moi, je pense qu'elles ne sont pas tant critiquées pour des problèmes environnementaux que pour un autre phénomène, c'est que la question de à quoi elles servent apparaît aujourd'hui plus qu'hier. Et aujourd'hui, quand on demande aux gens, et notamment en France, à quoi elles servent, ils répondent tous à produire des richesses. Mais quand on leur demande à qui elles servent, ils répondent aujourd'hui, souvent, à quelques-uns seulement. Aux actionnaires, aux patrons, peut-être à quelques autres. C'est pas la réponse qui aurait été formulée il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, me semble-t-il. Car dans l'histoire de l'économie de marché, les entreprises et les économies de marché ont apporté la prospérité qui s'est dispersée sur une grande partie de la population. Donc la question de à quoi ça sert des entreprises
et notamment des grandes entreprises aujourd'hui globalisées, est une question aiguë. Et si on répond comme on y répondait depuis une théorie qui fait florès depuis 40 ans, la théorie de Friedman, si on répond les entreprises, ça sert à faire des profits. Et l'intérêt des autres acteurs de l'entreprise, autres que les actionnaires, ces intérêts ils doivent être pris en charge par les pouvoirs publics, à travers les lois, à travers les réglementations. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'y arrivent plus seuls. Et tous les autres acteurs et d'autres organisations de la société sont appelés à les aider, les pouvoirs publics, à prendre en charge les intérêts des autres, les entreprises y compris. Et si les entreprises ne relèvent pas ce défi, eh bien, elles seront progressivement critiquées, puis rejetées, et le système d'économie de marché sera un jour en danger si les populations ne le soutiennent plus parce qu'elles ne comprennent plus ce qu'elles apportent à la majorité des gens. C'est ça qu'il faut retrouver. Et donc reposer la question, à quoi les entreprises servent-elles? Pourquoi sont-elles utiles? Et la formulation d'une raison d'être, comme la loi Pacte l'a proposé il y a maintenant 1 an, c'est d'abord ça. Réécrire à quoi servent les entreprises, pourquoi elles existent, à quels grands enjeux de la société elles permettent de contribuer ou de répondre. Il faut aussi que la raison d'être permette de répondre, une fois qu'on a dit pourquoi il faut répondre comment je fais, quoi je fais. Mais ce travail est plus que utile, il est nécessaire parce que tout d'abord, il permet d'exposer à l'ensemble des publics de l'entreprise, toutes ces parties prenantes, ses actionnaires d'abord, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, les territoires dans lesquels elle est implantée et les générations futures qui un jour viendront y contribuer. Bref, à tous ces publics, à quoi elle sert l'entreprise. Et puis ça permet ensuite, à partir de cette boussole, de construire une stratégie qui n'oublie pas les différentes parties prenantes ou les acteurs qui s'engagent dans l'entreprise. Il y a de nombreux types d'acteurs qui s'engagent. Tous prennent des risques, pas de même ampleur, pas de même nature, mais tous en prennent. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils espèrent qu'à travers ce collectif qu'est l'entreprise, ils vont pouvoir en retirer quelque chose, un intérêt. Et si cet intérêt est oublié par les entreprises, eh bien, ces acteurs-là vont s'en détourner et les entreprises seront en difficulté. Et d'ailleurs, les hommes politiques, les pouvoirs politiques auront du mal à soutenir ce système. Donc il est de l'intérêt des entreprises de retravailler sur leur utilité, de la formuler, cette utilité, et ensuite de construire une politique qui suit cette ambition à long terme, cette boussole, et enfin rend compte régulièrement de ce qu'elle a apporté, de ses performances pour ces différents publics. Une entreprise, c'est un outil à performance plurielle et pas à une seule performance sous contrainte de la législation. Ça vise toute une série d'objectifs pour tous ces publics et c'est ça qui fera que l'entreprise retrouvera le crédit auprès des populations dans lesquelles elle se déploie. Alors, on va donner la parole au public. C'est des questions dans le public. En attendant, je voudrais quand même vous poser une toute dernière question. Vous, en tant que patron, vous vous sentez un acteur du débat public? À une époque, les patrons, c'était pour beaucoup pour vivre heureux, vivons cachés, planquons-nous, ne parlons pas. Vous vous sentez une personnalité publique dans le débat? Et en attendant, j'invite les gens qui ont des questions à lever la main. Madame. Ici, on a une dame. Et ensuite, je réponds monsieur là-bas. Une entreprise, c'est un objet d'intérêt privé. Les différentes parties prenantes qui s'y engagent, c'est aussi autant les actionnaires que les salariés, que les clients. Tout le monde prend des risques quand on participe à une entreprise. Donc des intérêts privés, mais comme ça sert une large partie et que ça prépare l'avenir, c'est aussi un outil d'intérêt général. Et effectivement, un chef d'entreprise, petit ou grand, dans le territoire ou dans l'écosystème dans lequel il travaille, est aussi un objet politique, comme l'entreprise. Et c'est pourquoi il est utile, nécessaire, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi l'entreprise existe, pourquoi il est bon qu'elle existe, pourquoi il est souhaitable qu'elle continue à exister dans l'avenir, pourquoi il est souhaitable qu'elle se développe, et donc pourquoi elle a besoin d'aide et d'alliés. Et si l'entreprise elle-même ne le dit pas, ou ses dirigeants, qui va le dire? Merci beaucoup. Madame, question courte et réponse courte parce que le temps passe.
Merci. Monsieur Frérot, depuis juillet 2017, la Chine et quelques pays du sud-est asiatique ont fermé la porte à nos déchets. Je crois que, enfin, une grande partie de nos déchets. Je crois que Veolia a une filière qui s'occupe de tout ce qui est recyclage et traitement des déchets. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant pour tous nos déchets que l'on recycle, puisque depuis maintenant quelques années, on fait des efforts pour tout mettre dans notre poubelle jaune ou d'une autre couleur dans d'autres villes. Est-ce que nos déchets recyclables sont condamnés à, du coup, maintenant partir directement dans la filière énergétique, ce qui est aussi une valorisation, mais qui n'était quand même pas l'objectif primaire, qui était quand même de ne pas utiliser trop de matières premières, et donc de recycler celles qu'on avait déjà utilisées. Merci de votre réponse. Vous avez raison, madame, tout d'abord, de dire que la valorisation énergétique des déchets, c'est mieux que rien. Mais la valorisation la plus noble, c'est sous forme de matière, et donc de recyclage. Alors, la Chine a fermé ses portes aux déchets non recyclés et mal triés par-dessus le marché. Elle l'a fait parce qu'elle voulait construire dans son pays même une vraie industrie du tri et du recyclage. Et donc, les matières recyclées, directement utilisables par des industriels en Chine, s'exportent toujours tout à fait bien en Chine. Ce qui ne s'exporte plus, c'est du papier mal trié, mélangé, souillé et pas préparé pour être utilisé. Mais là, du papier recyclé, bien préparé pour être directement utilisable dans les papeteries chinoises, s'exporte exactement comme avant. Pareil pour le plastique. Les conséquences de cela sont doubles. D'une part, ceci oblige les acteurs en Chine, chinois donc, et étrangers qui sont en Chine, à eux-mêmes construire une industrie du recyclage. Et c'est la première raison pour laquelle les pouvoirs publics chinois l'ont fait. Et cette industrie du recyclage se met progressivement en place. Et Veolia est en train de construire la première usine de recyclage de plastique en Chine aujourd'hui. Ceci a eu une deuxième conséquence, c'est qu'elle a obligé les pays qui exportaient en Chine leurs déchets peu mal recyclés ou triés, à en faire quelque chose chez eux, et notamment d'abord chez nous. Et donc ceci dope la vraie industrie du recyclage. Recycler, c'est véritablement aller jusqu'à transformer la matière pour qu'elle soit réutilisée par un industriel. C'est pas seulement de vaguement trier, de mettre ça en paquet et d'envoyer ça à l'autre bout du monde. Et donc, ça nous force à monter en gamme, en valeur dans l'activité de recyclage, de ne pas se contenter de trier, mais de réellement recycler et de recycler avec les caractéristiques nécessaires pour un client qui utilise cette matière, sur sa qualité, sur sa traçabilité, sur la garantie de quantité. Une entreprise ne va pas acheter de la matière recyclée si elle doit arrêter ses machines parce qu'il n'y a plus de matière à certains moments. Donc toutes les garanties d'un fournisseur doivent être apportées, et ceci impose, enfin le bannissement des déchets en Chine impose l'industrie du recyclage en Europe à se professionnaliser et aller jusqu'au bout. Et je trouve ça bien. On prend une dernière question. Pardon, le temps nous est compté. Il y a un monsieur. Alors, vous savez quoi? Il y a un monsieur là, il y a un monsieur derrière. Question 5 secondes, réponse 5 secondes. On fait du tic-tac ping-pong. Hein. Pour qu'on puisse vous entendre, il faut que le micro soit allumé. Voilà. Allez-y, Question extraordinairement courte et réponse très courte. Et on a tendance à croire que la pollution ne nous concerne pas. Et il y a quelques semaines, un père est arrivé avec son fils chez un médecin pour réviser l'analyse d'urine qu'il avait. Il a trouvé qu'il y avait des plastiques dans cette analyse d'urine. Le médecin lui répond, moi aussi j'ai des analyses d'urine. Mais il a ajouté, mais il y a 50 ans, je n'avais pas de plastique dans mon urine. C'est-à-dire que 50 ans, ainsi que le complet économique, a bouleversé pas seulement l'environnement extérieur, mais l'environnement intérieur. Donc, et je crois, et maintenant je vous pose la question très vite fait, ces politiques de celui qui pollue paye, et les taxes, et pollution, etc., je le vois un peu démodé dans le sens que quand même il y a beaucoup de sociétés, entreprises, de nations qui peuvent payer ça sans problème. Dites-nous deux ou trois politiques actives, Monsieur, vraiment. Question courte, s'il vous plaît. Bon, c'est la part des plastiques. Est-ce que vous voulez, on peut prendre les deux rapidement comme ça en enfilade et puis vous répondrez à tout après.
Bonjour, je rebondis juste sur l'envoi des déchets recyclés en Chine. Pour quelle raison c'est envoyé en Chine? Est-ce que c'est juste une raison éthique pour les amener à utiliser le recyclage? Parce que ça coûte aussi cher d'envoyer toutes ces marchandises recyclées là-bas? Monsieur. Oui. Monsieur Frérot a cité le principe de pollueur-payeur, mais le pollueur paye une redevance qui est fonction de la pollution rejetée. Et pour la pollution de l'air, il faudrait également créer une redevance et non pas une taxe, comme vous avez dit, sur la taxe carbone. Dans les années 80, il y a un projet dans les tiroirs du ministère de l'Environnement, d'une agence de la qualité de l'air, dont vous avez certainement connu les prémices. Il y a même le décret et l'arrêté qui sont publiés. Et le ministère des Finances a refusé de créer l'agence de la qualité de l'air. Et aujourd'hui, c'est le ministère des Finances qui veut faire de l'environnement. Je crois que c'est assez mal vu. Il faut laisser au ministère de l'Environnement faire de l'environnement et parler de redevance et non pas de taxe. La redevance, c'est quelque chose dont on peut se soustraire quand on ne pollue pas, tandis qu'une taxe, c'est tout le monde qui paye la taxe. Je commence par cette troisième question. Oui, monsieur, c'est à dessein que j'utilise le terme de redevance et pas celui de taxe. Parce que celui de taxe, outre la mauvaise connotation qu'il a largement, et de plus en plus, il laisse l'impression que quand on est taxé pour avoir fait quelque chose, pollué par exemple, l'argent part quelque part et sert à on ne sait pas quoi. À, je dirais, conforter un budget public général. Pour que la taxe sur la pollution ait un effet sur le pollueur, il faut que l'argent soit utilisé pour dépolluer. La fameuse taxe sur le carburant d'il y a un an, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes il y a un an, si on avait garanti aux Français que cet argent, il irait pour les aider à acheter des voitures propres, ou bien pour développer les voitures électriques, il y aurait eu le même rejet. Donc la redevance pour service rendu, qui a plusieurs conséquences. D'abord, fait que dépolluer, ça coûte moins cher parce qu'on est aidé. Et que donc ça va plus vite que dépolluer coûte moins cher que polluer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de redevance, puisque par définition, plus personne ne la paye. Et que donc on a atteint un cercle vertueux jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je pense que le terme de redevance est très préférable. Très rapidement, parce qu'il faut conclure. Donc, les dangers du plastique pour la santé. Et pourquoi exporte-t-on des déchets vers la Chine? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Alors, on n'a plus le droit d'exporter des déchets qui ne sont pas recyclés. Pourquoi on le faisait? C'est parce que les Chinois le prenaient pour les traiter eux-mêmes, les recycler eux-mêmes. Les autorités chinoises veulent que ce ne soit pas les déchets des Européens que les Chinois recyclent, mais les déchets des Chinois. Et pour enclencher une industrie du recyclage en Chine. Et pour ça, ils obligent ceux qui veulent faire ce métier en Chine à recycler les déchets chinois d'abord. En revanche, ce qu'on envoie en Chine, c'est des matières premières recyclées. Quand elles sont recyclées, ou bien, parce que vous savez bien que les Chinois utilisent beaucoup de matières premières à travers le monde, extraits à travers le monde. Et donc on n'extrait plus de déchets, on n'envoie plus de déchets en Chine, on envoie des matières recyclées qu'on peut considérer comme des produits. Le déchet a été transformé en une nouvelle ressource directement utilisable. Danger des plastiques pour la santé. Les médecins seraient plus précis que moi, mais bien évidemment, aujourd'hui, les microplastiques ou les nanoplastiques, on en connaît de plus en plus les dangers sur la santé des êtres humains comme la santé des animaux. Un certain nombre de micro ou de nanoplastiques, notamment les toutes petites billes qui se trouvent dans les produits de santé, des produits de beauté, qui sont nettoyés par les douches et par l'eau, se retrouvent dans les eaux usées, traversent les stations d'épuration qui ne sont pas équipées pour les piéger, et se retrouvent dans les rivières, et donc notamment sont consommés par les poissons ou par la flore aquatique. Quand elles arrivent, cette eau est repompée par les usines de traitement d'eau potable, ces matières-là, elles, sont éliminées par les usines d'eau potable, car la fabrication de l'eau potable est faite à partir de procédés chimiques et pas par des procédés biologiques uniquement, et la chimie
détruit l'immense majorité, sans doute pas la totalité, mais l'immense majorité des microplastiques. Mais en revanche, elles se retrouvent dans les rivières et ces microplastiques sont dangereux, effectivement. Il y a des technologies aujourd'hui pour garantir l'élimination totale des plastiques, des des nanoplastiques, tout petits de nanoplastiques. Mais ce sont des procédés de traitement qui sont un peu plus chers, qui augmenteraient sans doute le coût du service d'eau potable de 10% pour garantir l'élimination totale des plastiques, totale des odeurs, totale des goûts, et avoir une eau parfaitement pure. Ça coûte un peu plus cher. Merci infiniment, Antoine Frérot. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Je reprends un peu de Château Veolia.